Olivier Vial, président depuis 2009 du syndicat national interuniversitaire, qui était fondé, un ancien syndicat déjà de 69, directeur également du Centre d'études et de recherche universitaires, fondateur de l'Observatoire du wokisme et de la déconstruction. Je vous ai lu un petit peu et j'ai lu que vous avez dit que les idéologies woke détruisent tout ce qu'on aime en France. Je vous invite à prendre la parole en premier pour nous donner votre avis sur l'analyse de la déconstruction programmée. Merci. À l'Observatoire du wokisme, qui a d'abord été l'Observatoire de la théorie du genre, ça fait depuis 2012 qu'on suit ce mouvement qui, à l'origine, était effectivement extrêmement confidentiel, mais qu'on a vu grandir. Alors, il suffit de regarder ce qui s'est passé juste ces quelques dernières semaines, 4 exemples très disparates, mais qui finalement montrent tous les endroits où le wokisme peut se nicher. La première, c'est une conférence qui devait être organisée en soutien aux familles iraniennes à Nantes avec Margaret Stern. Margaret Stern, c'est une militante fémène qui jusqu'à présent était classée comme étant du côté progressiste, comme étant quelqu'un qui était en pointe du combat contre le patriarcat. Il lui aura suffi simplement de dire qu'être une femme repose sur une base biologique pour passer du côté des infréquentables, du côté de ceux qu'il faut canceller, qu'il faut effacer de l'espace public. Et effectivement, ces conférences aujourd'hui sont systématiquement, juste parce qu'elle a rappelé cela, interdites. Deuxième exemple, plus récent encore, c'est ce que vient de se passer pour le Conseil des sages de la laïcité, où le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a décidé de réorienter les missions pour essayer de développer une laïcité plus inclusive. Et là encore, derrière ce terme-là, on voit que c'est une nouvelle tradition, une nouvelle façon de présenter la laïcité qui se met en place. En Italie, à peu près au même moment, dans un domaine beaucoup plus léger, on pourrait croire, les pâtes Barilla ont décidé de faire une nouvelle recette des fameuses carbonara. Elles sont beaucoup moins italiennes, mais elles sont beaucoup plus inclusives, puisqu'on a remplacé tous les ingrédients et toute la recette pour faire des pâtes qui sont aujourd'hui des pâtes au safran et avec du céleri. Donc ça ne ressemble pas beaucoup à la tradition italienne, mais il y a eu une grande campagne, une campagne assez importante sur les réseaux sociaux lancée par la marque pour définir cette nouvelle inclusivité qui consiste à finalement effacer une recette historique et une recette qui est dans le domaine de la culture italienne. Enfin, un dernier exemple pour vous donner un exemple assez vaste de tout ce qui peut arriver. Google vient de lancer un projet qui s'appelle Real Tone, dont l'objectif, c'est de lutter contre le racisme des appareils photo. Et effectivement, ils se sont aperçus que soi-disant que les appareils photo de vos iPhones, de tous vos smartphones, avaient une façon de traiter certaines couleurs de peau de façon non pertinente. Et donc, il y a tout un projet qui vise à lutter contre ces discriminations qu'on n'avait jusqu'à présent pas vues. Et en fait, c'est ça le vrai système woke. Être woke, c'est être réveillé. Et être réveillé à quoi ? C'est être réveillé, c'est être en gros en capacité de découvrir des dominations, les dominations systémiques qui structurent notre société, et de découvrir surtout celles que nous, on ne voit pas. C'est en ça qu'effectivement, ils se pensent supérieurs, puisqu'ils ont la capacité de voir ce que nous ne voyons pas. Et effectivement, tout ce que nous, on pouvait aimer, tout ce qui était positif il y a encore quelques années, l'universalisme, la mixité, l'ouverture au monde, ça devient des choses aujourd'hui où il y a des discriminations et où il y a des dominations. La mixité, effectivement, a été remplacée par les réunions en non-mixité. L'ouverture au monde, c'est aujourd'hui de l'appropriation culturelle. Et petit à petit, effectivement, ils sont en capacité de voir partout de la discrimination dans ce que nous, on pensait être positif. Et c'est une forme de paranoïa. Et ils le revendiquent d'ailleurs, puisque un des militants activistes woke, un des plus anciens, Charles Pulliam Moore, en 2011, dit que être woke, c'est avoir une forme de paranoïa saine, celle qui permet de voir partout les discriminations que vous ne voyez pas. Alors, en réalité, ce mouvement, il est beaucoup plus ancien que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Et les racines sont très profondes, c'est pour ça que ce n'est pas aussi évident d'arracher la mauvaise graine et la mauvaise plante. On pourrait faire remonter ça au moins à un intellectuel italien, Antonio Gramsci, à la fin des années 30.
Quand il définit l'hégémonie culturelle, c'est le premier qui a cette intuition de se dire que si la révolution bolchevique de 1917 ne parvient pas à ses fins, c'est parce que le peuple et les ouvriers ont, sans le savoir, sont dominés par une hégémonie culturelle, que la culture de la bourgeoisie les a empêchés de comprendre où était leur intérêt. Et donc, il va commencer à dire que l'objectif, c'est de déconstruire la culture, qui est finalement une prison pour certaines catégories de population et qui empêche la révolution. Cette intuition-là, on va la retrouver quelques années plus tard, notamment dans la philosophie de Bourdieu, avec à la fois le capital culturel, mais avec surtout cette fameuse violence systémique, la violence symbolique. Pardon. La violence symbolique, pour lui, c'est aussi ça. C'est le fait que la culture vous enferme et vous oblige à épouser les valeurs de la classe dominante, des sociétés dominantes, et donc de l'Occident. Et c'est ce qui ferait qu'on serait finalement des esclaves volontaires de ces sociétés-là. Et donc l'objectif de Bourdieu, et qui va avoir des conséquences dramatiques dans l'éducation nationale, ça va être effectivement de déconstruire et de remplacer la culture classique par des sous-cultures pendant des années. Troisième élément, je vais très vite, ça a été dans les années 60, un autre courant qui est né des études sur le colonialisme, et notamment avec un penseur qui va être un penseur phare, qui s'appelle Frantz Fanon, dont Jean-Paul Sartre, en 1961, va faire la préface. Et il va dire dans cette préface qu'il faut ne pas avoir peur de la violence dans les combats qu'on mène pour la décolonisation. Et il a cette phrase assez impressionnante. Il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Quelques années plus tard, en fait, c'est la même chose qui va se passer. Alors, on n'est plus dans la violence physique, on est dans la violence symbolique, mais c'est toujours ce que vont faire les penseurs du postcolonialisme. C'est effectivement essayer de déconstruire, de tuer symboliquement l'homme blanc. Et donc ça, on va effectivement, ce courant-là, qui va être très, très porteur, qui va d'abord commencer en Amérique latine, avant d'arriver aux États-Unis, et d'arriver quelques années plus tard en France. Enfin, le dernier grand courant, c'est ce qu'on a appelé la French Theory. Des penseurs français, Gilles Deleuze, Derrida, Michel Foucault, il y en a bien d'autres, qui, au début des années 70, vont se trouver un petit peu à l'étroit dans l'université française, qui a été repris en main par le Parti communiste, qui en gros ne voit pas d'un très bon œil ces théories gauchistes. Et ils vont partir aux États-Unis, et là ils rencontrent la radicalité des campus américains des années 70, des mouvements punk, des mouvements LGBT, et l'alliance de cette philosophie française avec cet activisme extrêmement exacerbé va créer cette French Theory. Certains d'ailleurs de ces penseurs français vont comprendre qu'ils ont été traduits de façon très difficile et qu'ils ont été trahis finalement. Et ils ne vont pas retrouver dans la manière dont leurs successeurs, leurs héritiers américains, ils ne vont pas retrouver leurs pensées, et pourtant c'est elle qui va faire florès et qui va revenir comme un boomerang à partir des années 2000 en France, notamment dans les universités, notamment dans les laboratoires de recherche sur les études de genre. En fait, les racines du wokisme sont très anciennes, elles sont diverses, et elles convergent tous dans une forme de remise en cause de la culture, de la civilisation occidentale. Ça, c'est leur point commun. Après, les concepts, chez eux, se multiplient à l'infini. Et ils sont toujours plus radicaux. Et le concept radical du jour va effacer le concept qui était radical hier et qui devient un peu trop mainstream. Et c'est cette violence-là qui fait qu'on a toujours un nouveau concept, une nouvelle évolution du wokisme, et que c'est un objet finalement assez difficile à définir. J'aurais même tendance à penser qu'aujourd'hui, en réalité, la définition de wokisme, on ne peut pas vraiment en définir une idéologie. Il s'inscrit dans un courant beaucoup plus large, ce courant qui est le courant de la déconstruction, avec ces trois ramifications dont je vous ai parlé, donc la French Theory, le décolonialisme, les études de genre. Et c'est plutôt le moment où ces courants-là sont sortis de l'université. Le wokisme, c'est le moment où, en fait, cette idéologie-là devient concrète et devient un acte militant et qu'on va retrouver dans toute la société. Et c'est un peu là-dessus que je voulais insister. C'est qu'effectivement, on a un moment wokiste en ce moment. Ce moment-là est très dangereux, mais il est possible que même si demain il s'éteint dans sa traduction actuelle, le courant de la déconstruction, lui, continue. Et ce courant-là est très ancien et aujourd'hui très important. Alors, quels sont les vecteurs qui permettent à cette théorie-là de se développer? La première, vous en avez parlé un petit peu, c'est le terreau
historique de la culpabilisation, de la repentance, qui avait été travaillée pendant des années, auquel on a ajouté le mythe de la victime. Aujourd'hui, il y a une hiérarchie des victimes. En fait, plus on est victime, plus on est respectable. Et les causes de victimologie s'additionnent. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Vous pouvez être une femme racisée, non genrée, et donc à chaque fois, vous rajoutez des grades qui vous permettent de monter dans cette hiérarchie des victimes. S'ils étaient finalement un peu poètes, on pourrait reprendre exactement une phrase de Musset qui disait qu'il est doux de se croire malheureux quand on n'est que vide et ennuyé. C'est exactement ça aujourd'hui la philosophie woke. On va valoriser le fait qu'on soit malheureux, discriminé, qu'on soit une victime, de façon à monter dans cette hiérarchie des victimes. Ça, c'est le premier terreau. Le deuxième terreau, c'est effectivement l'université. Et là, le cœur de l'université, c'est une véritable fabrique conceptuelle. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qui peut paraître totalement surnaturel pour des gens sains, c'est que pour eux, la réalité ne préexiste pas. Le concept crée la réalité. Et en réalité, ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que, et un exemple très connu, c'est ce qu'on appelle le manspreading. Le manspreading, c'est monsieur, par exemple. Voilà, monsieur qui a les jambes un peu plus écartées que madame, et notamment dans les transports en commun. A priori, il semble que c'est toujours existé. Sauf qu'il a fallu qu'en 2000, au milieu des années 2010, quelqu'un en crée le concept, crée le mot, pour que ce qui était quelque chose d'assez répandu et naturel, en tout cas qu'on n'imaginait pas comme un système de domination, devienne un problème politique. Parce que ce phénomène-là a été du coup construit comme la volonté des hommes de dominer l'espace public. Donc ça devient un domaine politique, on crée le mot, on crée le concept, on politise le concept, et du coup on en crée une campagne. Et immédiatement, la ville de Barcelone, par exemple, a fait une grande campagne pour lutter contre le manspreading. Donc on a effectivement ce premier critère. Le deuxième critère, c'est effectivement la science, on en a parlé. La science va être vraiment instrumentalisée. Et on a une autre vision de la science. Là encore, très souvent, et c'est ce qui est très difficile avec le wokisme, c'est qu'ils emploient des mots qu'on connaît tous, sauf qu'ils n'ont pas du tout le sens qu'on y met traditionnellement. Et la science, pour eux, par exemple, et là, c'est pas quelque chose, on a l'impression que quelquefois c'est des dérapages. En réalité, c'est une volonté extrêmement fondée, puisqu'il y a une épistémologue qui s'appelle Sandra Harding qui va créer le concept d'objectivité forte. Le concept d'objectivité forte, c'est exactement le contraire de ce qu'on appelait l'objectivité. Pour être objectif, elle dit la science, l'objectivité scientifique se base sur une définition de la démocratie réellement antisexiste et antiraciste, considérant que le fonctionnement routinier de la science repose sur un statu quo maintenu par une élite sur une matrice de privilèges, de classe, de genre et de race. Ainsi, ceux et celles qui subissent ce statu quo et veulent l'ébranler sont les plus à même de produire des points de vue, des savoirs fortement objectifs. On a deux renversements dans cette phrase-là. Premier renversement, ça veut dire que la science ne cherche pas la vérité, elle cherche la justice. Et donc ça veut dire qu'en gros, le côté politique prédomine sur la capacité, l'objectivité à la science. Deuxième renversement, qui est le contraire de la neutralité axiologique, c'est qu'en réalité, seul le militant engagé serait objectif. Et ça explique d'ailleurs les réunions non-mixité. C'est pour ça que pour eux, quelqu'un de blanc ne peut pas parler du racisme, quelqu'un qui est hétérosexuel ne peut pas parler des questions d'homosexualité, etc. Seules les personnes concernées seraient objectifs, et donc c'est une instrumentalisation vraiment de la science. Quatrième point de vecteur, c'est effectivement, notamment chez les jeunes, ça a été le développement des médias sociaux et des réseaux sociaux qui ont enfermé, grâce à des bulles algorithmiques, les jeunes et qui ont permis à ces idées-là de se développer. Il y a une théorie très célèbre en sciences politiques qui s'appelle la spirale du silence d'Elisabeth Neumann. Elisabeth Neumann montre dans tous les essais que normalement, dans une communauté, quand il y a des personnes qui ont une opinion extrêmement minoritaire, qui ne reposent pas sur grand-chose, elles finissent par se rallier à la majorité. Sauf que les réseaux sociaux ont bloqué ça, puisqu'il y a toujours, même quand vous avez l'idée la plus saugrenue possible, vous avez toujours quelqu'un sur les réseaux sociaux qui la partage. Et l'algorithme va vous trouver d'autres gens comme vous qui la partagent. Et c'est comme ça qu'effectivement, des idées qui, a priori, contestent la réalité de ce qu'on voit, peuvent devenir des réalités pour une partie des gens qui sont abreuvés par ces réseaux-là, qui renforcent leurs idées. Dernier point, c'est effectivement les entreprises. Les entreprises, et ça c'est très nouveau, les entreprises, parce que
notamment sur les nouvelles politiques de responsabilité sociale des entreprises, de politiques d'inclusivité dans les entreprises, se sont basées sur des règles anglo-saxonnes. Elles sont devenues pour beaucoup, en tout cas pour les grands groupes, un vecteur de wokisme. Alors, malheureusement, tout ça, c'est une des constructions qui est effectivement attendue. Quand vous me posez la question, est-ce qu'elle est programmée ? Elle n'est pas programmée au sens où il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Il y a effectivement un terreau idéologique très profond qui fait que plein d'acteurs se retrouvent dans ces conditions-là. Mais par contre, effectivement, si elle n'est pas programmée par quelqu'un, elle est effectivement très attendue. Parce en tout cas, on peut penser qu'elle va arriver. Mais ce n'est pas vraiment une fatalité, pour être un tout petit peu positif et conclure. Pas une fatalité parce qu'il y a un sondage qui vient de sortir, notamment sur le wokisme en entreprise. Et on s'aperçoit qu'entre 2021 et 2023, là, et le sondage date de mars, il est de l'IFOP, le taux de notoriété des concepts woke, de la cancel culture, de l'écriture inclusive, etc., a considérablement augmenté. Mais en même temps, plus il a augmenté, plus le niveau d'adhésion a diminué, notamment sur la cancel culture. C'est peut-être une bonne chose. Il ne faut pas non plus totalement s'aveugler, parce que c'est surtout une réaction de boomer, entre guillemets. Parce qu'en fait, chez les jeunes, malheureusement, le niveau d'adhésion continue à être très haut et à continuer à monter. Donc on a effectivement une réaction, et aux États-Unis, par exemple, vous avez une réaction récente avec la marque Budweiser qui a fait une campagne avec un activiste trans et qui a eu une sanction immédiate de son public, puisqu'elle a perdu 5 milliards de dollars de capitalisation boursière juste pour une campagne. Ça peut être effectivement un signe que, finalement, le sens de l'histoire ne va pas forcément que dans un sens, mais malheureusement, là aussi, c'est une réaction qui a été plutôt faite par des personnes de plus de 35 ans, et on a ce véritable combat sur la jeunesse. Donc pour conclure, effectivement, sur la jeunesse, on a un véritable problème, parce que le wokisme remet en cause nos valeurs, notre histoire, la place de l'homme, la place de l'humanité en général. C'est également aujourd'hui un véritable ferment de démobilisation de la jeunesse. Et c'est un problème géopolitique. Parce qu'en réalité, avec ce ferment de démobilisation de la jeunesse, pendant qu'une partie de nos jeunes sont dans cette idéologie qui va peut-être les conduire justement à la décroissance, à essayer de ce qu'on appelle la bifurcation, quitter leurs études pour aller faire autre chose, pour aller faire de la permaculture en ZAD, et bien effectivement, on a en même temps des pays qui, eux, se préparent à des enjeux beaucoup plus considérables sur l'économie et sur la géopolitique. Et enfin, il féconde, et ça c'est la dernière chose, il féconde vraiment le wokisme, toutes les luttes radicales de l'écologie. L'écologie, ces dernières années, s'est radicalisée par le wokisme. Et on a des courants comme l'écoféminisme que porte Sandrine Rousseau, mais dont elle n'est pas l'inventrice, c'est Françoise Daubonne, ou l'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, un Français. Et tous ces courants-là sont en train de s'intersectionnaliser avec les mouvements écologistes et rendre ces mouvements écologiques beaucoup plus radicaux et font passer en gros la question de la nature au second plan par rapport à la question de la remise en cause de notre civilisation. Voilà pour une petite présentation. Merci beaucoup.